Fréquence ESJ. Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de 20h l'invité et ce soir nous recevons le député du Rassemblement National de la 10e circonscription du Pas de Calais, Ludovic Pajot, bonsoir. Bonsoir. Yanis Darras reviendra en fin d'émission sur l'actualité de votre parti, le Rassemblement National, mais aussi sur l'action de la France en Syrie. Hugo Franceschi abordera les élections européennes en mai prochain et il reviendra également sur le 9e acte de mobilisation des Gilets jaunes qui s'est tenu samedi dernier. Lucas Pierre vous questionnera dans quelques instants sur le grand débat national organisé par le gouvernement et il vous interrogera sur votre parcours en tant qu'élu. 20h l'invité avec Ludovic Pajot, c'est jusqu'à 21h et ça commence maintenant. Fréquence ESJ. Ludovic Pajot, on commence tout de suite par votre portrait fait par Camille Garcette, bonsoir. Bonsoir Garance Amispil, bonsoir Ludovic Pajot. Effectivement, je réalise les portraits des invités tous les mardis politiques. Donc voilà, c'est avec plaisir que je vais vous présenter Ludovic Pajot. L'invité avec Ludovic Pajot de l'Assemblée des députés. C'est lui le plus jeune au Rassemblement National. Porté sur le drapeau, malgré son plus jeune âge, il ne fait pas de cadeaux. Fils d'agriculteur, started from de bottes de foin. En politique décidé à ne plus rester dans son coin, de faire entendre sa parole, il en ressent le besoin. Extrême droite, vous avez choisi votre propre chemin. Agressé dans un bar, il y a quelques mois, pour un mauvais regard, ça part toujours comme ça. Pas très bon en bagarre, vous avez fini mal. Je l'aurais pas vu si vous étiez pas du Front National. Ça crie à l'attentat, à l'agression antifasciste. C'était juste des gens lambda qui vous trouvaient antipathiques. Le lendemain, le même scénario se répète. Coup de tête balayette, fallait mieux rester sous la couette. Imaginez une seconde, le même scénario avec des agresseurs immigrés. Là ça devient chaud, récupération politique de très haut niveau. Vous avez pas de chance mais nous on a eu très chaud. Votre rue tout est plein gré a attiré mon attention. Un discours dans l'Assemblée portant sur l'immigration. Le pacte de Marrakech vous a donné des frissons. Il y a quand même 6% d'immigrés dans votre région. Pour le RN, les problèmes viennent de l'immigration. S'il n'y a pas de travail, c'est l'immigration. Si Sarkozy n'est pas en prison, c'est l'immigration. Le réchauffement climatique, c'est l'immigration. 20h l'invité avec Ludovic Pajot de l'Assemblée des députés. C'est lui le plus jeune au Rassemblement National, porté sur le drapeau. Malgré son plus jeune âge, il ne fait pas de cadeaux. Ludovic Pajot, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce portrait ? Bon, vous êtes jeune, mais vous êtes quand même comme vos aînés déjà dans la caricature. Il y a beaucoup d'imprécisions dans ce portrait. Je suis pas fils d'agriculteur, ce sont mes grands-parents qui étaient agriculteurs. C'est pourtant marqué sur votre biographie. Oui, mais vous avez vu ça sur Wikipédia. Effectivement. Mais ce sont mes grands-parents qui sont agriculteurs. Je suis issu de la ruralité, évidemment. Ensuite, j'ai été agressé par... C'était politique, puisque ce sont des gens qui m'ont reconnu. Qui se sont revendiqués du mouvement d'extrême gauche, du mouvement anarchiste, qui ont été condamnés. 6 mois avec sursis, il faut quand même le rappeler. Et ensuite, l'Assemblée nationale, oui, on combat l'immigration dans notre pays, mais pas que. On parle aussi des sujets économiques, on parle de tous les sujets à l'Assemblée nationale. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Mais c'est vrai que depuis de nombreuses années, nous évoquons le problème de l'immigration dans notre pays. C'est quand même un problème majeur lorsque l'on voit l'actualité. Merci Ludovic Pajot, merci Camille Garcette. Fréquence ESJ. On continue tout de suite avec le mot du jour choisi par la rédaction et aujourd'hui c'est le mot natalité que nous avons choisi. L'INSEE a diffusé ce matin les premiers chiffres qui concernent la natalité en France et la population française. En 10 ans, la France a gagné 2,7 millions d'habitants. Nous avons atteint ce 1er janvier 2019 les 67 millions d'habitants, soit une augmentation de 0,3%. Mais la natalité continue de baisser. Ludovic Pajot, pourquoi on fait moins d'enfants en France selon vous aujourd'hui ? Je pense qu'il y a aussi une politique familiale qui doit être encouragée, ce qu'on ne fait pas actuellement, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est quand même assez important dans notre pays, surtout qu'on fait face notamment à des pays d'Asie qui ont une population qui ne cesse de croître, et donc il est important d'avoir une politique familiale forte dans notre pays, justement pour augmenter la natalité. Alors souvent on note une baisse de la natalité dans des périodes de tension économique. Est-ce qu'on est dans une période de tension économique aujourd'hui ? Oui, on est dans une période qui est frappée par une fracture, je dirais, entre notamment l'opinion publique et les politiques en général, qui est pas de maintenant, mais qui est depuis 30 ans. On paye quand même 30 ans de politique, 30 ans d'élus qui sont coupés des réalités. Et aujourd'hui, on voit notamment à travers ce mouvement des Gilets jaunes, qui dure depuis plus de 2 mois, une injustice fiscale, une injustice sociale qui est grandissante, et puis des choix politiques qui sont faits, notamment des cadeaux fiscaux qui sont faits pour les plus riches. On reparlera des Gilets jaunes un peu plus tard. D'une partie de l'ISF, et d'un autre côté, le peuple qui ne cesse d'être massacré fiscalement.
C'est les Français qui n'ont plus d'espoir aujourd'hui en la France, c'est pour ça qu'ils ne font plus d'enfants? Non, je dirais pas ça. La France est un grand pays. Justement, c'est aux politiques de redonner de l'espoir dans notre pays, de dire que nous sommes une grande nation. Mais aujourd'hui, c'est vrai que par des choix politiques qui sont faits, par une Union européenne aussi qui dessert nos intérêts, il y a de nombreux sujets qui suscitent beaucoup d'inquiétudes. Merci Ludovic Pajot. Fréquence ESJ. On va apprendre tout de suite à un peu mieux vous connaître, Ludovic Pajot, et on en parle avec vous, Lucas Pierre. Bonsoir. Bonsoir Garance Amespil, bonsoir Ludovic Pajot. Alors à quel moment est-ce que vous avez décidé de vous intéresser à la politique ? Alors ça a commencé vers l'âge de 15-16 ans. Donc très tôt déjà. Très tôt. Déjà même aux élections présidentielles de 2007. Je commençais déjà à m'intéresser à la politique. Donc c'est par la télévision notamment, regarder les discours, les différentes émissions politiques, aussi sur Internet. Et puis à l'âge de 18 ans, j'ai décidé de m'engager dans le parti qui défend mes idées. Au moment où vous commencez à vous intéresser à la politique, qu'est-ce qui particulièrement en fait vous interpelle ? C'est le fait qu'on est au pouvoir ceux qui sont au pouvoir depuis plus de 30-40 ans, ce sont toujours les mêmes. On voit depuis 30-40 ans, on a à la fois le Parti Socialiste et l'UMP ou les Républicains aujourd'hui qui se sont partagés le pouvoir, dont on voit les résultats qui sont calamiteux. Et aujourd'hui, on a un mouvement en marche qui rassemble à la fois la droite et la gauche, quoi. Donc, puis la défense aussi de la nation, de notre pays, face à une mondialisation sauvage, face à une Union européenne qui dessert nos intérêts par des commissaires européens qui sont non élus, qui prennent des décisions qui sont contraires à nos intérêts. Je prends un exemple. On verse chaque année plus de 20 milliards d'euros au budget de l'Union européenne, on n'en récupère que 13. Lorsque l'on voit les résultats, notamment de notre agriculture, qu'on a un agriculteur qui suicide tous les jours, qu'on a un agriculteur sur deux qui vit avec moins de 300 euros par mois, on voit que la politique agricole commune ne répond pas aux attentes de notre agriculture. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Mais en tout cas, moi je me suis engagé dans un mouvement qui défend la nation, qui défend notre pays. Oui, voilà, et puis, côté aussi de Marine Le Pen. La personnalité de Marine Le Pen a joué aussi beaucoup dans mon engagement politique. Voilà, j'allais vous demander pourquoi vous adhérez en 2012 donc au Front National. C'est pour Marine Le Pen ? J'adhère en 2012, oui, parce que Marine Le Pen a accédé à la présidence à l'époque du Front National en 2011, et c'est vrai que voilà, c'est une femme pour qui j'ai beaucoup d'admiration et qui je me suis reconnu aussi dans ses idées, puis dans son côté aussi social. Moi je suis élu du Pas-de-Calais et c'est important le discours de Marine Le Pen est un équilibre Marine Le Pen. C'est la défense des classes populaires, des classes moyennes, justement, face à cette mondialisation sauvage, face à ces injustices. Et c'est vrai que l'accession de Marine Le Pen à la tête de notre mouvement a permis d'apporter ce discours social, et c'est aussi pour ça que j'ai adhéré à notre mouvement à l'âge de 18 ans. Alors vous êtes élu conseiller municipal de Béthune dès 2014, qu'est-ce qui vous a plu dans cette fonction ? Alors je dis toujours, le mandat de conseiller municipal, c'est le meilleur mandat pour se former, puisqu'on est élu d'une municipalité. J'ai été élu tout seul dans l'opposition, puisque la liste que je menais avait fait 10% à Béthune, et donc ça a été un mandat très formateur pour moi, et parce que c'est concret aussi, c'est du local. Vous êtes proche du voilà, peuple. Moi j'aime bien dans le mandat d'élu, ce que j'aime bien aussi, c'est le contact avec la population, et pour moi d'être conseiller municipal, c'était un mandat très très formateur. Alors vous êtes ensuite élu conseiller régional des Hauts-de-France en 2015, et en raison de la loi sur le cumul des mandats, vous démissionnez de votre poste d'élu de conseiller municipal, pardon. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de démissionner du coup de ce poste de conseiller municipal ? Parce que d'abord j'habite aujourd'hui dans la circonscription où je suis élu, donc je n'habitais plus la ville de Béthune, et ensuite je me trouvais plus utile au conseil régional, puisque les thématiques que je défends à l'Assemblée nationale, j'étais en commission de développement durable à l'Assemblée nationale, et en commission notamment tout ce qui est révolution énergétique au conseil régional, je me trouvais plus en phase en tout cas, et toujours aussi proche du conseil régional. Toujours aussi proche du peuple ? Ah ben bien sûr, mais je suis toujours présent, en tout cas quand je peux, les week-ends aux différentes manifestations. J'ai fait des vœux d'ailleurs de député la semaine dernière dans ma circonscription, et puis je tiens des permanences dans les communes. Tous les députés d'ailleurs ne font pas de permanence dans les communes, et en tout cas moi j'essaye d'être présent le maximum. J'étais toujours le mandat de député, c'est un équilibre entre le travail parlementaire à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire débattre des projets de loi ou des propositions de loi, et aussi la présence sur le terrain, puisqu'on est député de la nation, mais on est élu dans une circonscription législative, donc il faut toujours se rappeler que on est élu grâce à la population, et quand on est député, on est au service des Français. En 2017, vous êtes élu au second tour des législatives avec 52% des suffrages, vous êtes aujourd'hui le plus jeune député de l'Assemblée nationale. Concrètement, qu'est-ce que ça fait d'avoir ce statut ? D'abord, ça démontre une nouvelle fois que notre mouvement politique fait confiance aux jeunes, puisque lors de la précédente mandature, c'était Marion Maréchal Le Pen qui était la benjamine de l'Assemblée nationale. On a eu le plus jeune sénateur de l'histoire avec David Rachin.
Et puis c'est vrai que vous êtes le deuxième député le plus jeune de la 5e République. Oui, c'est évidemment un honneur, et puis de pouvoir défendre nos compatriotes au sein de cette Assemblée nationale. Ce que je regrette, c'est que nous ne sommes pas assez nombreux. Nous sommes que 6 députés pour des millions de Français, alors que d'autres formations politiques, comme par exemple le Parti communiste, fait 2% aux élections législatives, ils ont un groupe. Voilà, donc ça pose quand même un problème, mais c'est évidemment un honneur, et en tout cas moi je fais ça avec passion, je suis engagé en politique avec passion et conviction, et évidemment... Et concrètement, en fait, ma question c'était surtout quand on s'assoit pour la première fois sur le siège de l'Assemblée nationale et qu'on a votre âge, qu'on a cette donnée en tête, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que vous avez une fierté? Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? C'est un honneur, et puis après c'est vrai qu'on était accompagné de Gilbert Collard, qui était déjà député lors de la précédente mandature, donc qui nous a apporté quelques conseils lorsqu'on est arrivé à l'Assemblée. Mais ce qui m'a frappé, c'est vrai que c'est le manque de représentativité de tous les courants politiques au sein de cette assemblée. Mais pour moi, c'est un honneur évidemment de défendre nos convictions, et puis de défendre la jeunesse aussi, parce que le problème c'est qu'on a beaucoup de jeunes dans notre pays qui vont pas voter, et voilà, c'est aussi, je pense, important d'avoir des élus qui les représentent au sein de l'Assemblée nationale. À l'Assemblée, vous faites partie de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Concrètement, jusqu'ici, qu'est-ce que vous avez proposé au sein de cette commission pour avancer sur ces sujets? Alors, en commission, on est surtout des auditions. Notamment, nous défendons depuis de nombreuses années la filière hydrogène. Lorsque l'on voit qu'on a des pays comme la Chine ou le Japon qui investissent plusieurs milliards de dollars dans la recherche sur l'hydrogène, et que Nicolas Hulot, j'ai eu l'occasion d'ailleurs de l'interpeller là-dessus en commission, nous a annoncé, lorsqu'il était ministre à l'époque de l'écologie, un plan de 100 millions d'euros en matière de recherche sur l'hydrogène. On voit que notre pays n'est pas du tout à la hauteur des enjeux, quoi. Donc c'est vrai que ça, c'est un combat que j'ai mené au sein de cette commission à l'Assemblée nationale. Après, il y a plein d'autres sujets, mais pour moi, l'écologie, d'abord, c'est produire au plus près, défendre les circuits courts, parce qu'on importe des produits qui viennent de l'autre bout du monde, avec un coût carbone qui est quand même considérable. Lorsqu'on sait qu'un cargo, c'est des milliers de voitures, ça pollue autant que des milliers de voitures dans notre pays. Et dans ce sens-là, qu'est-ce que vous aimeriez proposer pour la suite? C'est-à-dire plus de recherche en matière d'hydrogène, qui est une énergie d'avenir, et puis ensuite lutter contre la mondialisation sauvage, encore une fois, contre l'importation de produits à bas coût, et puis avec une main d'œuvre aussi qui est payée moindre que dans notre pays. Et nous, aujourd'hui, notre pays se protège pas justement face à cette concurrence internationale déloyale. Et on parle beaucoup d'écologie, mais moi j'aimerais bien aussi que les écologistes remettent en cause cette mondialisation sauvage. Il s'agit pas de mettre des barbelés, mais il s'agit de réguler à nos frontières cette importation puis cette concurrence déloyale. Merci Ludovic Pajot. Merci Lucas Pierre, merci Ludovic Pajot. Fréquence ESJ. On se retrouve dans quelques instants avec vous, Ludovic Pajot. Je rappelle, vous êtes député du Rassemblement national de la 10e circonscription du Pas-de-Calais. Hugo Franceschi abordera l'acte 9 des Gilets jaunes qui s'est tenu samedi dernier. Et Lucas Pierre vous questionnera sur le grand débat national organisé dans toute la France. Mais tout de suite, c'est Angèle et Roméo Elvis avec Tout oublié. Fréquence ESJ. De retour dans 20h l'invité, nous sommes ensemble en direct jusqu'à 21h. Réagissez sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter avec le hashtag Fréquence ESJ. Le grand débat national a débuté aujourd'hui à 15h. Le président de la République Emmanuel Macron appelle à une discussion sans tabou aujourd'hui devant les maires. On en discute avec vous, Lucas Pierre. Qu'est-ce que vous attendez, Ludovic Pajot, exactement de ce grand débat national ? Bon, tout d'abord, on n'a pas attendu ce grand débat en tout cas, notre mouvement politique n'a pas attendu ce grand débat pour parler de tous les sujets, puis pour être à l'écoute des Français. Bon, ce grand débat, d'abord, je pense qu'il est aussi lié au fait qu'on a une crise de représentativité dans notre pays, le fait qu'on a une Assemblée nationale qui ne représente pas tous les courants politiques dans notre pays, et normalement, le débat aurait dû se passer à l'Assemblée. Après, il faut voir un peu les modalités de ce grand débat. Le président de la République a été quand même méprisant depuis plusieurs mois avec les élus locaux. Et là, il se rend compte de l'importance de l'échelon communal pour faire remonter les préoccupations de nos compatriotes. Ensuite, quel sera le rôle des maires ? Il est normal aussi de répondre aux gilets jaunes qui manifestent depuis maintenant des mois. Bon, là, on n'a pas vu le débat se passer sur un rond-point. Bon, c'est bien de discuter avec les maires aussi, mais il faut être aussi, je pense, à l'écoute de la population, surtout lorsqu'on voit que le président de la République a attendu un mois après le début du mouvement des gilets jaunes pour prendre la parole, quand même. Mais parce que ça démontre quand même un certain mépris et une arrogance aussi bien du gouvernement que du président de la République envers les Français. C'est pas écouter le peuple que de proposer ce débat national ? Non, mais nous participerons à ce grand débat, mais
Je pense que malheureusement, il n'y a rien à attendre de ce grand débat et que ça ne sera pas suffisant pour répondre à la crise des Gilets jaunes. Nous, ce que nous appelons, c'est à une réforme, notamment du mode de scrutin des élections législatives, par l'instauration de la proportionnelle et ensuite par la dissolution de l'Assemblée nationale pour qu'il y ait un débat qui se fasse lors de prochaines élections législatives anticipées. Parce que ce grand débat, on voit que c'est piloté par 2 ministres, donc se pose la question de l'impartialité des conclusions. Comment les doléances des Français seront traitées par la suite? Est-ce que tout sera centralisé? Et ensuite, est-ce qu'il y aura des consultations des Français? Je prends un exemple, si les Français se disent contre le regroupement familial lors de ce grand débat, lors de ces consultations... Vous êtes d'ailleurs contre? Est-ce que le gouvernement organisera un référendum sur ce sujet? Voilà. Donc c'est des questions qui se posent et je pense qu'il faut aller au bout de la logique si on n'a pas par la suite des décisions qui seront prises suite à ce grand débat. Vous craignez que Emmanuel Macron ne traite pas en tout cas de tous les sujets? Oui, oui, notamment je vois par exemple l'ISF, il semble mettre ça sous le tapis. Il a pourtant dit tout à l'heure qu'il était ouvert à le revoir. Oui, mais on verra s'il y aura des décisions derrière, quoi. C'est ça aussi. Ce que les Français attendent, ce sont des actes. Et pour par exemple. Mais avant les actes, il faut aussi pour parler. Répondre à la crise de représentativité, on n'a pas besoin d'un grand débat. On peut prendre des actes tout de suite. Il y a une réforme constitutionnelle qui est dans les tuyaux. Il faut tout de suite l'engager, quoi. Faut pas la repousser à 6 mois ou dans 1 an. J'ai l'impression quand même quand on voit l'organisation puis cette lettre d'Emmanuel Macron qui cherche à gagner du temps jusqu'aux prochaines élections européennes. Et puis on pense quand même que c'est un moyen aussi d'un pouvoir qui est à bout de souffle et qui essaye de se raccrocher aux branches, quoi. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose à attendre de ce débat et en tout cas les modalités posent de nombreuses questions, surtout qu'on voit que Chantal Jouanneau, qui était chargée d'organiser ce débat, refuse à démissionner de l'organisation tout en touchant les indemnités, en restant présidente du Conseil national de débat public. Donc ça pose quand même beaucoup de questions. Donc les 35 questions qui sont posées par Emmanuel Macron dans sa lettre aux Français, pour vous, ça ne suffit pas du tout? Non, c'est pas suffisant. Je pense qu'il faut un débat législatif et puis de nouvelles élections législatives, une dissolution de l'Assemblée nationale avec un mode de scrutin à la proportionnelle et aussi l'instauration du référendum d'initiative citoyenne. Alors pourquoi? Pour donner la parole au peuple. Puisque les Français n'ont pas souvent la parole. Ça fait depuis 2005 qu'il n'y a pas eu de référendum dans notre pays. Et le dernier référendum sur la Constitution européenne a été bafoué avec le traité de Lisbonne, qui était une copie de cette Constitution européenne et qui a été ratifié par le Parlement. Donc voilà, ce que les Français attendent, c'est d'être entendus et puis de pouvoir s'exprimer sur des grands sujets. Et nous, c'était dans nos propositions. Dans les 144 engagements de Marine Le Pen, il y avait le référendum d'initiative populaire qui figurait avec un seuil à 500 000 signatures. Ce référendum, il peut être quand même dangereux, non? Si on prend par exemple, c'est le peuple qui s'exprime, hein, c'est le cas dans. C'est le peuple qui s'exprime, mais par exemple, il y a quand même des avancées sociétales qui sont faites aujourd'hui, et on pourrait très bien revenir dessus sur un coup de tête, sur une actualité qui juste fait force en ce moment, et on pourrait, par exemple, la peine de mort, tout simplement. Et après, c'est le peuple qui décide dans notre pays. Le peuple est souverain. Le peuple est souverain. Donc, si le peuple décide qu'on revienne à la peine de mort, non, mais il y a d'autres sujets. Il y a d'autres sujets à aborder. Là, on a une crise. Oui, mais là, en l'occurrence, sur la peine de mort. Une crise sociale, une crise fiscale. Ce que les gens aujourd'hui revendiquent, c'est l'injustice, et notamment les cadeaux aux plus riches, le fait qu'ils ont subi les retraités une hausse de la CSG, la désindexation des pensions de retraite et des allocations familiales. Aujourd'hui, ce sont les sujets qui se posent dans notre pays, et c'est les Français qui souhaitent avoir des réponses, notamment de la part du pouvoir en place. Est-ce que Emmanuel Macron met la question migratoire trop de côté aussi dans les questions qu'il a proposées? Oui, bien sûr. Lorsqu'on voit que l'immigration ne fait pas partie des catégories qui étaient annoncées dans le cadre de ce débat, qu'on voit que la politique, en tout cas, qui est menée en matière d'immigration par la majorité En Marche, hein, je rappelle qu'il y a un député qui a proposé un crédit d'impôt pour l'hébergement des migrants, contre l'avis du gouvernement, il a été adopté par la majorité en première lecture à l'Assemblée. Donc on voit quand même que la majorité En Marche, c'est encore pire que le Parti Socialiste. Donc évidemment, c'est un sujet important, et en tout cas, on voit qu'une bonne partie du groupe En Marche souhaite mettre ça sous le tapis. Est-ce qu'on pourrait plus s'attendre aussi à évoquer le pouvoir d'achat à l'avenir dans ce grand débat national, parce que pour le moment, effectivement, on ne le voit pas beaucoup? Le pouvoir d'achat est une préoccupation importante de nos compatriotes, et aujourd'hui on voit que... Après, Emmanuel Macron propose aussi demande quels impôts faudrait-il baisser en priorité dans sa lettre aux Français. C'est une façon aussi de tendre vers un pouvoir d'achat plus haut. Oui, mais ce qu'il faut, c'est redonner du pouvoir d'achat, notamment aux classes populaires. Les retraités qui ont été massacrés avec l'augmentation de la CSG, ça s'est senti dans la consommation. Moi, dans ma circonscription, quand j'allais voir les commerçants, ils me disaient on a beaucoup moins de retraités qui dépensent sur les marchés parce qu'ils ont moins de pouvoir d'achat. Nous, ce que nous avons proposé lors notamment des dernières élections présidentielles, c'était une prime de pouvoir d'achat de 200 € financée par une taxe
sur l'importation pour pas que ça pèse sur les entreprises aussi. Parce que voilà, je pense qu'il est important de redonner du pouvoir d'achat, mais que nos entreprises aussi ne subissent pas une hausse des cotisations et des taxes. Merci Ludovic Pajot. Merci Lucas Pierre, merci Ludovic Pajot. Fréquence ESJ. On reste en France, une mobilisation en hausse des affrontements urbains minoritaires, mise en place d'un service d'ordre. Samedi dernier, pour l'acte 9 de la contestation, les Gilets jaunes ont changé leur méthode de manifestation. On fait le point sur cette journée avec vous, Hugo Franceschi, bonsoir. Bonsoir Garance, bonsoir Ludovic Pajot. L'acte 9, c'est un succès pour vous ? Oui, parce qu'il y a une mobilisation plus importante que la semaine précédente. Donc on voit que la mobilisation des Gilets jaunes est toujours très importante dans notre pays. Certes, elle est très importante, mais comment est-ce que vous expliquez qu'aujourd'hui les Gilets jaunes ne parviennent plus, comme c'était le cas pour l'acte 1 par exemple, à mobiliser ne serait-ce que plus de 100 000 manifestants partout en France ? L'acte 1, on était presque à 280 000 manifestants, aujourd'hui on est à 84 000. Il y a quand même une énorme baisse. Après, on voit quand même beaucoup de Français qui soutiennent ce mouvement, encore de manière massive. Quand vous voyez sur les ronds-points, les voitures, ils ont toujours un gilet jaune sur leur tableau de bord. Donc il y a quand même Mais pourquoi ils vont plus manifester ? Qui est quand même soutenu de manière importante. Mais pourquoi ils manifestent plus du coup, ces gens-là ? Si, il y a toujours des manifestations depuis plus de 2 mois. Ouais, mais pourquoi ceux qui manifestaient au début aujourd'hui ne le font plus ? Après, il y a eu les fêtes quand même. Il y a eu les fêtes entre temps. Puis après, il faut dire qu'au bout de 2 mois, il y a une certaine lassitude peut-être de la part de manifestants. Mais en tout cas, il y a toujours un soutien quand même très important de la population. Pour vous, c'est pas certaines forces politiques en présence dans le mouvement qui peuvent en effrayer certains ? Je pense par exemple à des forces d'extrême droite qui pourraient effrayer certains manifestants de rejoindre les Gilets jaunes. Alors il n'y a pas de force d'extrême droite dans ce mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement citoyen, c'est un mouvement du peuple français qui dit stop, on en a marre de cette injustice, de la politique qui est menée par ce gouvernement, donc il n'y a pas d'extrême droite. Parce que quand même samedi, juste pour vous d'extrême droite comme vous dites. Juste pour vous donner un exemple quand même, samedi dernier donc le service d'ordre du cortège donc qui partait de Bercy pour rejoindre Bastille puis ensuite les Champs-Élysées, il y en avait quand même dans ce service d'ordre là, ils avaient certes le brassard blanc, mais il y a quand même plusieurs photographies, il y a quand même plusieurs personnes qui ont témoigné sur des gens qui portent un drapeau avec la fleur de lys dessus, qui portent Enfin, c'est quand même des symboles qui sont pas de l'extrême gauche, vous en conviendrez. Il y a des casseurs qui s'intègrent dans ce. Là, c'était le service d'ordre. Il y a des casseurs qui s'intègrent, mais faut pas tout mélanger. Faut pas assimiler les casseurs aux Français qui manifestent. Moi, je suis allé voir les Gilets jaunes dans ma circonscription. Mais là, je parle pas de casseurs, là, je parle du service d'ordre. Donc, ils luttent contre les casseurs. Ce sont des mères de famille qui aujourd'hui n'en peuvent plus de la situation dans notre pays et de cette injustice. Donc voilà, faut pas tout mélanger. Après, il y a eu notamment des racailles de banlieue qui ont lors de. Non, mais là, moi, je vous parle pas des racailles de banlieue ne portent pas d'une fleur de lys. Certains commerces, mais ce sont pas les Gilets jaunes. Mais là, on parlait pas de casseurs, là je vous parlais du service d'ordre qui était justement mobilisé pour contrecarrer des potentielles actions de casse. Donc on avait quand même, il y a des gens, moi je suis allé à cette manifestation pour la couvrir avec un autre confrère qui travaille à l'AFP, vous parlez des manifestations à Paris, mais vous parlez pas de toutes les manifestations dans toute la France. Non mais là je vous donne cet exemple-là parce que c'est un exemple. D'autres exemples. Mais il y a quand même des gens pacifiques dans toute la France sur les différents ronds-points dans notre pays. Donc faut pas non plus tout mélanger et assimiler des différents casseurs ou des racailles de banlieue qui s'intègrent au sein de ce mouvement avec les Gilets jaunes qui sont totalement. Donc vous, un service d'ordre avec des gens qui affichent clairement leurs opinions d'extrême droite et qui, pour le coup, là c'est quand même des gens qui n'ont pas pu accéder à ce cortège-là parce qu'ils avaient un gilet jaune sur lequel il était floqué CGT, d'autres avaient un drapeau rouge, ils n'ont pas pu rentrer dans ce cortège. Oui, moi je condamne toutes les formes de violence. Voilà, il y a eu des violences lors de ces mouvements que je condamne évidemment, mais voilà, faut pas assimiler toutes les violences au mouvement citoyen des Gilets jaunes. Il faut pas tout mélanger. Et donc ce mouvement des Gilets jaunes, selon vous, il n'y a pas de récupération de la part de l'extrême droite, quel que soit le parti, que ce soit le Rassemblement National ou de la France. Nous sommes pas d'extrême droite déjà, donc voilà. Mais vous êtes de où ? Nous sommes ni de droite ni de gauche, nous sommes du peuple français. Voilà, nous défendons la nation, nous défendons notre pays. Et aujourd'hui que vous voyez que le clivage gauche-droite a complètement explosé, le Parti Socialiste a presque disparu, les Républicains sont donnés à 10% dans les sondages, et qu'aux dernières élections présidentielles, il y a un nouveau clivage qui s'est installé entre les mondialistes, incarnés par Emmanuel Macron, et les nationaux, ce que nous représentons avec le Rassemblement National et Marine Le Pen. Donc voilà, nous ne sommes pas d'extrême droite, nous ne sommes pas des extrémistes, comme vous aimez souvent nous assimiler. Nous défendons la nation, nous défendons la France. Mais parce que il y a quand même, dans les revendications des Gilets jaunes, on a souvent ces idées de plus de démocratie, ces idées de réduction des taxes sur le carburant.
Mais lors de la consultation qui a été lancée sur Internet par le Conseil économique, social et environnemental, les principaux points qui en sont sortis, c'est quand même la fin du mariage pour tous, c'est la réforme sur la peine de mort, un possible blocage pour la PMA, c'est des thèmes de prédilection des thèmes de prédilection de Marine Le Pen. Donc est-ce qu'il n'y a pas eu aussi une sorte de coordination de la part de forces que, bon, apparemment vous ne vous revendiquez pas d'extrême droite, mais de cette tendance politique. Non, je ne revendique pas d'extrême droite. Mais donc cette tendance, il n'y a pas eu de tendance nous de politique. Les institutions depuis la fondation de notre mouvement politique. Mais donc les gens de votre tendance politique ne sont pas tous connectés au même moment sur ce site pour essayer justement. Déjà, c'est un mouvement citoyen, les Gilets jaunes. C'est un mouvement citoyen. Nous soutenons ce mouvement, mais ce sont des Français, encore une fois, qui aujourd'hui en disent stop. On n'en peut plus de ce matraquage fiscal et de cette politique injuste et puis de ce comportement aussi, de cette arrogance, ce mépris de la part du gouvernement envers le peuple français. On l'a bien compris. Merci Ludovic Pajot, merci Hugo Franceschi. Fréquence ESJ. Yanis Darras évoquera dans un peu moins de 10 minutes l'action menée par la France en Syrie et Hugo Franceschi reviendra sur les élections européennes qui arrivent à grands pas. Mais tout de suite, on écoute Linkin Park avec Somewhere I Belong. Fréquence ESJ. Nous sommes de retour dans 20h l'invité avec le député du Rassemblement national de la 10e circonscription du Pas-de-Calais, Ludovic Pajot. Au lendemain de la manifestation des Gilets jaunes, le Rassemblement national a officialisé sa campagne pour les élections européennes de mai prochain. En tête dans les sondages, Marine Le Pen veut transformer la colère des Français en espérance. On voit ça avec vous, Hugo Franceschi. Sur plusieurs images de l'acte 9, Ludovic Pajot, on voit des Gilets jaunes piétiner ou brûler des drapeaux européens. Aujourd'hui, quelle est la position précise du Rassemblement national là-dessus, sur l'Union européenne, sur la sortie ou non? Alors, ce que nous proposons, c'est de réformer l'Union européenne, en tout cas de changer l'Europe, pour une Europe des coopérations entre États-nations. Donc on ne sort plus de l'Union européenne. On change l'Europe de l'intérieur. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'on a une évolution dans tous les pays en Europe de nos idées, c'est-à-dire qu'on a des alliés qui aujourd'hui sont au pouvoir, notamment en Italie, en Autriche, et que pour la première fois, nous pouvons changer l'Europe de l'intérieur et avoir pourquoi pas une majorité d'eurosceptiques au sein du prochain Parlement européen. Vous voulez créer un groupe eurosceptique au sein du Parlement européen? Nous avons déjà un groupe parlementaire au sein du Parlement européen, mais vu l'importance de nos alliés, puis nos scores qui sont en augmentation partout en Europe, en tout cas de nos idées, on peut pourquoi pas avoir une majorité d'eurosceptiques au sein du prochain Parlement européen. Et ce que nous voulons, c'est mettre fin à cette Commission européenne qui prend des décisions qui sont contraires à nos intérêts, avec des commissaires européens qui sont pas élus. C'est arrêter par exemple de verser plus de 20 milliards d'euros au budget de l'Union européenne et de n'en récupérer que 13, tout à l'heure, mais récupérer 4 points de souveraineté, notamment la souveraineté territoriale, c'est-à-dire la maîtrise de nos frontières, parce qu'aujourd'hui on voit que on a l'espace Schengen qui est une véritable passoire, notre souveraineté législative, parce qu'aujourd'hui on a pas loin de 70% des lois qui sont votées à l'Assemblée nationale, ce sont des transpositions de directives européennes, souveraineté pourquoi pas monétaire aussi à la fin d'un long processus. Mais ce que nous voulons, c'est une Europe des nations, une Europe des coopérations entre États souverains. Mais du coup cette nouvelle vision de l'Europe, pourquoi d'un coup elle a changé? Parce que c'était pas le discours de Marine Le Pen en 2017 à la présidentielle. Oui, mais elle voulait clairement sortir de l'euro. On a tiré les conclusions aussi des dernières élections. C'était une erreur de défendre cette idée-là? Non, elle mais avait fait une erreur, Marine Le Pen, là-dessus? Il y a une évolution aussi partout en Europe. Donc c'est ça aussi qui, je pense, pour la première fois aux prochaines élections européennes, nous sommes pas seuls, parce que c'est vrai qu'en Europe, depuis longtemps, on a été l'un des premiers partis justement à s'opposer à cette Union européenne, en tout cas à son fonctionnement, et que là, nous avons par exemple Matteo Salvini qui est donné à 30-35% dans les sondages et qui enverra une majorité de députés de son parti au sein du Parlement européen, de députés italiens. Donc on voit que partout en Europe on a une progression de nos idées et que nous pouvons avec nos alliés arriver en force et pouvoir changer cette Union européenne et avoir une Europe des nations. Mais cette remise en question au sein du Rassemblement national, c'est-à-dire on n'est plus dans on veut créer une coopération européenne et plus du tout une alliance des nations européennes. Mais elle s'est fait comment c'est Marine Le Pen qui du jour au lendemain a dit non, on ne sort plus de l'Europe, ou il y a eu un débat? On a eu un séminaire après les élections législatives en juillet 2017 où on a discuté de tous ces sujets et voilà, et c'est important aujourd'hui notamment concernant la souveraineté monétaire, ça a pu faire peur aux gens aussi, parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de caricatures qui sont effectuées autour de ça, mais aujourd'hui notre priorité c'est de retrouver notre souveraineté territoriale, notre souveraineté législative pour pouvoir décider et ne plus avoir des commissaires européens qui donc l'euro on le garde ou pas? L'euro
C'est pas la priorité de sortir de l'euro. On a pour objectif un calendrier. On a pour objectif un calendrier avec un retour à nos souverainetés et en dernier la souveraineté monétaire qui peut être mise sur la table. Et puis on va demander pourquoi pas l'avis des Français sur ce sujet. Mais c'est pas aujourd'hui la priorité. D'accord, mais du coup ça viendra quand même in fine, c'est censé arriver. À la fin d'un long processus, de retour à notre souveraineté. Vous avez pas d'idée, vous pouvez pas dire d'idée de quand à peu près, si par exemple Marine Le Pen est élue ou arrive à remporter les élections européennes et arrive à créer son... Je sais pas, ça peut être sur la période d'un mandat par exemple. Très bien. Je vais vite fait revenir un peu sur les Gilets jaunes parce que lors de votre à la Mutualité de Paris dimanche soir, le service d'ordre du Rassemblement national interdisait aux sympathisants de porter leurs gilets jaunes durant, même s'ils sont eux-mêmes du Rassemblement national et gilets jaunes lors des manifestations. Là, il n'y avait pas le droit de porter un gilet jaune. Je ne sais pas, j'ai pas eu cette information. Vous n'avez pas eu du tout? Non. Très bien. Vous y étiez? Oui, bien sûr. Mais je suis pas membre du service d'ordre du Rassemblement national. Ça, je veux bien. Voilà, donc je sais pas où. Voilà. Et c'est pas un sujet. Il y a des sujets plus importants quand même à aborder avec des enjeux très importants plutôt que parler du service d'ordre du Rassemblement national. Non, mais parce que aussi Marine Le Pen a exprimé le fait qu'elle voulait que ces élections européennes, donc qui vont arriver en mai prochain, soient un arbitrage démocratique qui permettrait justement, d'exprimer toute la colère des Français qu'on voit aujourd'hui avec les manifestations. Mais comment on peut se dire que c'est un vrai arbitrage démocratique alors que c'est une élection qui enregistre le plus gros taux d'abstention? C'est un enjeu. L'enjeu des prochaines élections européennes, c'est justement de mobiliser les abstentionnistes, c'est de leur dire qu'il faut aller voter, il faut aller s'exprimer, défendre vos idées aux prochaines élections européennes. Mais c'est aussi s'opposer à la politique menée par Emmanuel Macron et à ce qu'incarne le président de la République aujourd'hui. Qui est un mondialiste convaincu, un européiste béat, et c'est ça aussi qui est important lors des prochaines élections européennes, puisqu'on voit l'alliance notamment avec le MoDem, qui sont pour une Europe encore plus fédérale, donc c'est évidemment un clivage important lors des prochaines élections. Merci Ludovic Pajot, merci Hugo Franceschi. Fréquence ESJ. Début difficile de campagne pour Christiane Delaney-Clara, 12e sur la liste européenne de votre parti, Ludovic Pajot. Le Rassemblement national l'a présentée comme une ancienne adjointe au maire socialiste de Créteil, sauf que la ville a réfuté. Yanis Darras, bonsoir. Bonsoir Garance, bonsoir Ludovic Pajot. Bonsoir. Pourquoi avoir survendu Christiane Delaney-Clara ? On n'a pas survendu. Il y a une erreur dans son CV, mais c'est pas non plus le sujet d'actualité du jour, quoi. Il y a pas besoin de. Est-ce que c'était qu'une simple erreur ? Oui, c'est une simple erreur. Il y a eu un démenti après qui a été fait, tout simplement. Est-ce que c'était pas simplement pour espérer attirer peut-être plus d'électeurs de gauche ? Non, pas du tout. Il y a une simple erreur sur son CV, tout simplement. L'erreur vient d'elle ? Je ne sais pas, je suis pas dans l'équipe de campagne des élections européennes. Après il y a eu une rectification, puis c'est tout. Le débat est clos. Est-ce qu'on peut penser en fait que c'est parce que votre parti n'attire plus, peut-être ? Non. Est-ce que vous avez encore du mal à attirer peut-être des électeurs plus de gauche ? Non, parce que on a quand même eu des ralliements, notamment de Thierry Mariani, qui est ancien ministre de Nicolas Sarkozy, de Monsieur Garot, qui était député UMP. Donc on voit qu'on est un parti de rassemblement. C'est une victoire pour vous ? Ces ralliements de personnalités qui étaient aux Républicains ? Oui, bien sûr, ça montre qu'on est passé d'un parti de protestation à un parti de gouvernement avec notamment un nombre de ralliements assez important, des gens qui viennent de tous les horizons politiques, et nous avons changé de nom, nous sommes passés du Front National au Rassemblement National, mais aussi dans les actes avec des gens, des anciens élus qui nous rallient. Mais il reste des figures de droite. Comment aujourd'hui vous comptez séduire les électeurs de gauche ? On voit qu'aujourd'hui les Républicains sont à donner à 10% dans les sondages. Ils savent pas où ils sont. Au Parlement européen, les députés européens des Républicains, ils ont été 3 à voter contre les sanctions qui ont été infligées à Viktor Orban. Donc on voit que la ligne, en tout cas, des Républicains n'est pas claire sur l'Union européenne, et beaucoup d'électeurs, je pense, vont nous rejoindre lors des prochaines élections européennes. Alors, autre actualité qui fait la une justement des journaux ces derniers jours, c'est une possible alliance entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Marine Le Pen a démenti. Pourquoi on ne peut pas imaginer une alliance entre ces deux figures politiques ? Parce que nous avons des points de divergence quand même très importants, notamment sur l'immigration.
Jean-Luc Mélenchon est pour toujours plus d'immigration dans notre pays, alors que nous voulons que l'immigration soit régulée. Donc c'est quand même un sujet, notamment sur l'insécurité. Enfin, il y a quand même beaucoup de sujets qui nous différencient, hein, et vous pouvez le constater à l'Assemblée nationale. On ne peut pas donc imaginer un scénario à l'italienne, par exemple ? Non. Enfin, en tout cas, moi, je ne défends pas cette position. Pourquoi ça ne marchera pas, par exemple, pour Parce que les nous avons des européennes points de divergence majeurs quand même entre. Et vous ne pouvez pas vous retrouver justement sur des points de convergence, si à commencer par exemple si sur votre euroscepticisme. Oui, on va dire qu'il pleut, mais je veux dire, il y a quand même des grands sujets de divergence et des points quand même où on n'est pas d'accord. Il n'y a pas des concessions à faire des deux côtés pour que vous puissiez former une alliance ? Non, enfin, on voit que Jean-Luc Mélenchon quand même, depuis le début qu'il est à l'Assemblée nationale, il est dans la communication. En tout cas, on voit que ça ne fonctionne pas. Vous n'êtes pas dans la communication au Rassemblement national ? Dans les outrances à l'Assemblée nationale, avec des paquets de nouilles au début, je ne sais pas si vous vous souvenez, on voit que ça ne fonctionne pas. Concernant la baisse des APL, on voit que ça ne fonctionne pas et que au bout d'un moment, les Français se rendent compte que c'est du vent, quoi. Vous êtes plus proche, pour vous, vous êtes plus proche du peuple que la France insoumise ? Mais on s'adresse à tous les Français, hein, puis la France, eux aussi, justement, c'est un peu le mot d'ordre chez eux. Jean-Luc Mélenchon, il a été pendant plus de 20 ans au Parti Socialiste, il a été sénateur, député européen, bon, voilà, il a été ministre aussi sous Lionel Jospin, donc il était quand même au pouvoir, il a quand même des responsabilités aussi dans la situation du pays. Allez-y Yanis, je vous en prie. C'est votre force justement d'avoir de nouveaux visages politiques, de nouvelles figures politiques. Oui, bien sûr. Puis le Front National, enfin le Rassemblement National fait confiance aux jeunes. Donc c'est vrai que c'est important dans notre pays. Et puis on a une présidente aussi qui défend depuis de nombreuses années notre pays, notre nation. Et notre objectif aux prochaines élections européennes, c'est justement de redonner espoir aux Français avec notre pays, hein, notre pays. Nous sommes un grand pays et on a tendance notamment à certaines formations politiques à abaisser la France et à dire que si nous sommes seuls au sein de... On abaisse la France aujourd'hui ? Ben, en tout cas, il y a une volonté de perdre notre souveraineté, de la souveraineté de notre pays face à une Union européenne de plus en plus puissante. Quelles sont les formations politiques qui dénigrent la France ? Non, je dirais pas dénigrent la France, mais qui aujourd'hui défendent une Europe fédérale. La disparition, notamment le MoDem, il défend une Europe fédérale. Nous défendons notre pays, nous défendons une Europe des nations avec notre souveraineté, puisqu'aujourd'hui on a perdu notre souveraineté. C'est ça qui est important, c'est de retrouver la maîtrise de nos frontières et puis le pouvoir de décider au sein de la France. Merci Ludovic Pajot. Merci Yanis Darras, merci Ludovic Pajot. Fréquence ESJ. Dans la dernière partie de cette émission, il y aura évidemment l'agenda politique de la semaine à venir et Yanis Darras vous questionnera, Ludovic Pajot, sur l'actualité de votre parti, le Rassemblement National. Mais tout de suite, c'est Big de le mettre sur Fréquence ESJ. Fréquence ESJ. 20h49, nous sommes toujours dans 20h l'invité avec Ludovic Pajot. Vous êtes député Rassemblement National de la 10e circonscription du Pas-de-Calais. En voyage depuis 2 jours en Irak, Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, est longuement revenu sur l'implication de la France dans le conflit syrien. Et on voit ça plus en détail avec vous, Yanis Darras. Est-ce que la France fait une erreur en restant engagée justement en Syrie ? Il faut lutter contre l'État islamique aujourd'hui qui est quand même une menace en Syrie et défendre les chrétiens d'Orient. Donc après la France va prendre sa part, je pense. C'est encore un conflit auquel on est concerné, dans lequel on est concerné. Il faut tout faire pour que les islamistes n'arrivent pas au pouvoir en Syrie, parce que c'est ça qui est important et c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Donc tant que la menace persiste, je pense que la France doit participer pour lutter contre l'État islamique. Même sans les États-Unis ? La France est une grande nation, donc après c'est regrettable le retrait des États-Unis, mais il faut lutter contre Daesh, c'est important aujourd'hui, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de chrétiens d'Orient qui sont encore persécutés, notamment en Syrie, et donc tout doit être fait pour lutter contre l'État islamique. Donald Trump sous-entend justement que l'État islamique a été vaincu. Est-ce que vous pensez encore que l'État islamique a été vaincu ? J'ai pas les éléments, c'est au ministère des Affaires étrangères à juger de la menace, mais en tout cas, il faut qu'on ait tous les éléments pour être sûr que Daesh soit combattu et vaincu dans cette région. Alors, Jean-Yves Le Drian était en déplacement en Irak ces 2 derniers jours. Est-ce qu'on peut compter justement sur les pays voisins de la Syrie, notamment l'Irak, pour lutter contre l'État islamique Daesh dans la région ?
Après, c'est au ministère des Affaires étrangères à prendre notamment des décisions et puis à nouer le dialogue avec des éventuels interlocuteurs ou d'éventuels pays pour avoir un appui dans cette zone. Avec quel pays on peut avoir justement un appui? Je ne sais pas, mais tous les pays qui veulent lutter contre l'État islamique, voilà, c'est ça qui est important et en tout cas, toutes les nations doivent évidemment s'allier pour lutter contre Daesh. Dont certaines nations européennes, je pense notamment peut-être à l'Allemagne ou l'Angleterre. Oui, pourquoi pas, oui, bien sûr, pourquoi pas. Et donc, Jean-Yves Le Drian souhaiterait en fait faire de l'Irak une base arrière de la France. Est-ce que c'est justifié de faire en sorte que l'Irak... Moi, je suis pas. D'abord, je suis pas en commission des affaires étrangères, et voilà. Après, c'est au ministère des Affaires étrangères à prendre les bonnes décisions pour protéger notre pays de la menace islamiste, parce que évidemment, en luttant contre l'État islamique en Syrie, on protège notre pays aussi contre l'islamisme. Et après, voilà, c'est au ministère des Affaires étrangères à prendre les bonnes décisions. J'ai pas à commenter. Je suis pas gendarme du monde, quoi. Est-ce qu'il prend les bonnes décisions pour vous, le ministère des Affaires étrangères? On verra ce qu'il en est des discussions avec d'éventuels partenaires. On verra bien la suite. Pour l'instant, on n'a pas encore tous les éléments. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de la suite des événements justement sur le conflit syrien? C'est de justement protéger nos chrétiens d'Orient, voilà, parce qu'ils sont quand même persécutés. Il n'y a que les chrétiens d'Orient à protéger? Non, puis la population, les civils de l'État islamique, quoi. C'est ça qui est un enjeu quand même assez important dans cette zone. Puis c'est conscient, le conflit ça ne vous choque pas que Donald Trump prenne la décision de partir alors qu'il y a quand même, on le sait, encore énormément d'extrémistes là-bas? Je le regrette. Voilà. Après, moi je le regrette. Je trouve cette décision regrettable. Le gouvernement français ne peut rien faire pour essayer de faire revenir Donald Trump? C'est à lui à entamer des discussions. C'est au ministère des Affaires étrangères, au président de la République. Donc, est-ce que Emmanuel Macron n'a pas justement fermé un peu les discussions avec Donald Trump, avec tout leur passif concernant l'écologie, etc. Oui, peut-être un bras de fer qui est engagé, en tout cas entre les deux pays, mais c'est entre les mains du ministère des Affaires étrangères. C'est important pour la France justement de rester en Syrie, de prouver qu'elle est capable de s'en sortir sans les États-Unis? Oui, parce que la France est un grand pays. Par contre, il y a eu un choix qui a été fait il y a quelques années, notamment du temps de Nicolas Sarkozy, avec la guerre en Libye. On a vu les résultats. Aujourd'hui, on a un pays qui est pas gouverné, en tout cas, on a une immigration qui arrive notamment de Libye. Donc, il faut évidemment peser dans ces choix internationaux le pour et le contre, et ne pas prendre des décisions qui aujourd'hui ont des conséquences sur notre pays. On prend des décisions trop vite, selon vous? J'irais trop vite, et puis pas forcément des bonnes décisions. En Libye, ça a été une erreur. De l'intervention de la France en Libye a été une erreur, puisqu'on a fait tomber Kadhafi. Même je défends pas Kadhafi, mais on a vu le résultat aujourd'hui, c'est qu'on a un pays qui est totalement instable et une immigration qui arrive notamment de la Libye. C'est quelque chose que vous craignez pour la Syrie? On verra, la France était toujours présent là-bas, donc on verra, mais en tout cas il faut lutter vraiment contre... C'est différent, parce que en Syrie c'est la lutte contre l'État islamique, contre Daesh, donc, alors qu'en Libye c'est plutôt les islamistes qui sont arrivés au pouvoir. Daesh l'État islamique a plusieurs fois attaqué la France, pendant les attentats à Paris notamment. Est-ce que c'est à cause de l'intervention française en Syrie, selon vous? Non, puis ça aussi parce qu'il y a des décisions qui sont pas prises dans notre pays, notamment concernant les fichiers S. On a vu lors des attentats de Strasbourg que le terroriste était fiché S, qu'il y avait eu je sais plus combien de condamnations. Donc on voit évidemment que dans notre pays, tout n'est pas mis en œuvre pour lutter efficacement contre le terrorisme. Nous demandons c'est l'expulsion des fichiers S étrangers, et puis évidemment plus de mesures prises pour mettre fin, en tout cas lutter de manière drastique contre l'islamisme, la fermeture des mosquées radicales par exemple, en tout cas un certain nombre de mesures qui ne sont pas aujourd'hui mises en œuvre. Merci Ludovic Pajot, merci Yanis Darras. Fréquence ESJ. On termine cette émission par l'agenda politique de la semaine à venir. Demain seront auditionnés les ministres de l'Intérieur et les Affaires étrangères dans le cadre de l'affaire Benalla. Les questions porteront désormais sur les passeports diplomatiques utilisés par l'ancien chargé de mission à l'Élysée. Ludovic Pajot, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces auditions? Quand on a vu les auditions à l'Assemblée nationale, c'était quand même assez surréaliste. On a un conseiller du président de la République qui avait un badge pour entrer dans l'hémicycle à l'Assemblée, qui avait des passeports diplomatiques. C'est quand même assez incroyable, c'est un véritable feuilleton. Et il y avait vraiment évidemment beaucoup de questions qui se posent autour de cette affaire Benalla.
Mais les auditions qui ont lieu à l'Assemblée il y a quelques mois, c'était une véritable mascarade. Et c'était des faits d'avance, les conclusions étaient déjà rédigées et la parole n'était pas donnée forcément à l'opposition. Donc vous attendez qu'on vous donne la parole justement là-dessus ? Mais en tout cas, lorsqu'on était en commission d'enquête, on n'a pas eu forcément la parole pour poser des questions et interroger il y a une raison, ceux qui à ont votre été avis auditionnés. En tout cas, il y a une volonté de mettre ça sous le tapis, éventuellement, de la part de la majorité En Marche. Et la majorité avait peur que vous posiez des questions qui fâchent, peut-être ? Qui je mettent sais pas, en tout cas, il n'y a pas eu forcément un respect de toute l'opposition au sein de cette commission d'enquête de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, Guillaume Larrivé, qui était co-rapporteur, l'a dit en commission des lois. Vous pensez que l'Élysée savait qu'Alexandre Benalla était toujours en possession de ses passeports ? C'est à la justice de le dire. En tout cas, la justice doit faire son travail. Et puis, voilà, parce qu'aujourd'hui, on voit que, d'ailleurs, la fracture entre le président de la République et l'opinion, ça a commencé avec cette affaire Benalla. Lorsqu'il a dit « venez me chercher », on voit qu'il y a quand même un sentiment qu'il y ait qu'au sein de l'Élysée, il y aurait des conseillers qui auraient plus de pouvoir. Voilà. Ça quand même interroge sur le fonctionnement au sein de l'Élysée. Jeudi, enfin, Emmanuel Macron se rendra à Toulouse. Il présentera ses vœux aux armées. Ce sont les seuls vœux qu'Emmanuel Macron a maintenus. Est-ce que ça vous choque ? Ce qu'il y a, c'est qu'à chaque fois qu'il fait un déplacement, on a des CRS et puis des policiers parce qu'il y a quand même beaucoup de manifestations. Oui, après, c'est quand même important que le président de la République organise des vœux pour toutes les forces, notamment l'armée. Mais oui, c'est vrai que ça fait un mois qu'on n'a pas trop entendu le président de la République. En tout cas, lorsqu'on l'entend, c'est pour faire des déclarations outrancières qui démontrent un certain mépris envers les Français. L'année dernière, il avait formulé plus d'une vingtaine de vœux à la presse, notamment au monde rural. Est-ce que ça manque aujourd'hui ? Est-ce qu'il faudrait qu'il revienne là-dessus ? Ce qu'il y a, c'est qu'on a un président de la République, notamment à la fin de l'année 2018, qui n'a pas pris la parole, notamment lorsqu'il y avait un mouvement social quand même assez important. Et donc, ce que les Français aussi ne supportent plus, c'est ce mépris, puis cette arrogance. Il a attendu quand même, moi, je trouve que c'est incroyable, qu'il y ait 4 week-ends de mouvement de gilets jaunes pour commencer à prendre la parole et pas prendre des décisions, quoi. C'est ça aussi qui est quand même vous parlez de mépris envers les Français. Emmanuel Macron, il n'aurait en tout cas formulé ses vœux qu'aux armées cette année parce qu'il serait le chef des armées. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas le chef de tous les Français aujourd'hui ? En tout cas, on voit que depuis un certain nombre de mois, il méprise les Français et le fait d'avoir des déclarations arrogantes ou en tout cas outrancières pose un certain nombre de questions. Alors, il n'est pas le seul, il y a aussi certains membres du gouvernement, notamment Benjamin Griveaux, qui a eu des déclarations assez méprisantes envers nos compatriotes. Merci Ludovic Pajot. Merci. Fréquence ESJ. C'est la fin de cette émission. Merci Ludovic Pajot d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Dès demain, de 7h à 9h, Fréquence ESJ vous réveille dans l'actuel. Et à 20h, ce sera Storytelling avec Lucas Pierre et toute son équipe. Le prochain numéro de 20h l'invité, c'est évidemment mardi prochain. Et pour la fin de la saison, je laisserai ma place à quelqu'un que vous connaissez bien, Antoine Lermite, vous accompagnera avec toute l'équipe de 20h l'invité. Vous retrouverez également toute l'équipe de Fréquence ESJ bientôt au Salon de l'Agriculture. Je ne vous en dis pas plus. Bonne soirée à tous, à bientôt. Fréquence ESJ.